Les marchés boursiers s'effondrent, le SP500 est en chute libre, certains investisseurs liquident tout dans la panique et d'autres décident de justement renforcer au contraire. Mais alors, qui a raison? Que tu investisses en ETF ou en actions, je vais un peu explorer toutes les possibilités et cette vidéo sera indispensable. Parce qu'un marché baissier, c'est pas seulement une période difficile à vivre, mais c'est aussi le moment où se joue le plus gros écart de performance entre ceux qui paniquent et ceux qui restent stratégiques. Aujourd'hui, on va donc voir ensemble les bonnes pratiques à adopter en cas de marché baissier. Pour ceux qui investissent pour la première fois ici, qui ont commencé en 2024, eh bien, ça doit leur faire quand même tout drôle. Donc, quelles sont les bonnes pratiques à adopter? Quelles sont les bases? Mais aussi, comment peut-on imaginer tirer parti d'une chute des marchés plutôt que d'en être la victime? En effet, des investisseurs légendaires tels que le fameux Warren Buffett ont fait leur fortune pendant les crises. Sauf qu'évidemment, attention, pendant les crises, tout n'est pas garanti de remonter. C'est pas aussi simple que ça. J'en vois beaucoup qui disent oui, c'est les soldes, moi j'achète tout. Mauvaise idée. D'où le principe de diversification. Ici, tu peux voir mon ETF SP500 et mon ETF MSCI World. Tu peux voir que le premier a perdu 11% en un mois et que le MSCI World a perdu 9,81%. Donc, on est finalement relativement proche. Oui, le MSCI World résiste un petit peu mieux, mais c'est assez léger. Pourquoi? Parce que dans le MSCI World, eh bien, c'est un ETF qui va regrouper plein d'entreprises du monde entier. Le SP500, lui, va regrouper les 500 plus grosses entreprises américaines. Tu me suis? Sauf que dans le ETF World, le SP500, les entreprises américaines ont tellement de poids, sont tellement grandes, qu'elles prennent les 3/4 de l'indice MSCI World, donc le ETF Monde, qui injustement, on pense que c'est un ETF qui est sur le monde entier, alors que pas vraiment, tu vois. Et il résiste un peu mieux, mais c'est pas non plus incroyable. Deuxième comparaison, tu as ici le même ETF SP500 et un ETF Stoxx 50. Donc ça, c'est les 50 plus grosses entreprises de la zone euro. Et on voit que l'Europe a beaucoup mieux résisté. C'est presque 6 fois mieux résisté que le SP500. Tu vas me dire évidemment que la crise se passe un peu plus aux États-Unis, que c'est là-bas qu'il y a des problèmes, mais c'est forcé de constater que l'Europe résiste un peu mieux. Aussi, évidemment, il n'y a aucun conseil d'investissement. Je suis pas en train de te dire que il faut acheter ci ou ça. Ici, je te montre des exemples d'ETF. C'est pas parce qu'il faut pas acheter ces ETF spécialement. On est bien d'accord. C'est pour l'exemple, c'est pour la théorie. Derrière, j'ai comparé l'ETF SP500 ici, moins 11% 68, avec un Amundi Stoxx 600. Il y en a plein d'autres, mais le Stoxx 600 ici, c'est un ETF qui va prendre les 600 plus grosses entreprises européennes. Il a aussi pris un petit peu cher, moins 1,55%, ce qui est finalement une correction assez basique, assez faible en un mois par rapport aux 11% ici du SP500. Derrière, je peux aussi te montrer les ETF métaux précieux. On perd 3% sur l'or, donc on perd plus sur l'or que sur l'Europe. Après ici, c'est en rapport aussi avec la guerre en Ukraine, tout ça, les présages de paix, enfin bref. C'est un autre débat, mais tu vois que l'or ici résiste évidemment mieux que les actions et l'ETF SP500. Et on a l'argent, un métal que j'aime assez bien, qui lui perd moins que l'or finalement, puisqu'il est peut-être un petit peu moins volatile dans ces périodes. C'est intéressant ces comparaisons. Évidemment, je te montre ces ETF pour l'exemple. Il n'y a aucune recommandation d'achat, de vente ou de stratégie dans mes vidéos. YouTube, ça reste du divertissement. Tu dois faire tes propres recherches et comprendre qu'investir comporte des risques de perte en capital. Moi, je ne donne pas de conseils financiers. Si tu veux des conseils, tu peux t'adresser à un professionnel de l'investissement qui sera expert financier et pourra éventuellement donner des conseils, pas à moi, un simple particulier. Mais commençons par le commencement. D'où vient déjà cette chute? C'est la première chose à faire. Pourquoi ça chute? Il faut un peu se renseigner, faire ses recherches. En gros, ici, en février-mars 2025, tu sais qu'il y a eu l'élection de Donald Trump qui impose des droits de douane sévères sur plusieurs pays. Mais il n'y a pas que ça, puisque la Fed, la banque centrale aux États-Unis, a surpris un peu tout le monde en ayant une politique assez restrictive, une politique monétaire restrictive. Ça veut dire qu'elle peine à baisser les taux d'intérêt, elle garde des taux d'intérêt relativement hauts ici. Les grosses valeurs technologiques, Google, Apple, etc., corrigent énormément sur le marché boursier puisqu'elles étaient extrêmement surévaluées. Certains disent qu'elles sont à leur bonne valeur avant et que maintenant elles sont moins bonne valeur. Ça, c'est un autre débat, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on peut quand même se dire, ok, il y avait une hype sur l'intelligence artificielle, tout ça, et les valeurs technologiques américaines. Ici, ça se tasse. Je viens de te le montrer avec les graphiques. On observe que l'or et l'argent subissent un peu moins de baisse. Ils résistent mieux. C'est leur rôle aussi, même si je suis assez surpris de voir que l'or diminue. Derrière, on a les marchés européens qui, eux, résistent et ont une bonne résilience ici puisque tu vois à quel point ils sont un peu plus décorrélés du marché américain. Je suis impressionné de voir ça, franchement, ici, dans le sens où, pour moi, l'Europe était tellement liée au marché américain et tellement liée à nos alliés qu'elle devrait plonger avec eux. Comme on a vu ça dans d'autres crises. Ici, force est de constater que l'Europe résiste mieux. Donc première chose, on a analysé un peu les causes, on sait un peu voilà ce qui se passe, on voit que c'est les politiques de Donald Trump et tout ça. On voit qu'il y a certains marchés qui sont mieux résilients et que la diversification fait son œuvre dans un portefeuille ici d'ETF. On peut parler des actions aussi, c'est le même principe, prendre des actions plus défensives, européennes ou américaines, diversifiées, etc. Ça reste une règle de base et une bonne pratique.
Deuxième chose maintenant, on va se poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il y a plusieurs teams. Une première team se dit, moi, je vais vendre, d'accord, pendant le marché baissier, je vends pour récupérer mes profits et racheter quand ce sera plus bas. Donc, c'est super intéressant. Ça coûte 100. Puis ça descend à 50, je rachète à 50, donc j'ai vendu à 100, je rachète à 50, et puis je revendrai quand ça remontera à 100, 150, c'est une occasion. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque tout ce qui a descendu ne peut pas remonter, et surtout, on ne sait pas exactement savoir quels seront les points les plus bas. Un adage dit « time in the market beats market timing », ça veut dire que essayer de prendre les points les plus bas, c'est très dangereux, puisque si tu étais resté dans le marché, à long terme, normalement la bourse évolue, encore une fois, toujours pas de conseil, on n'en sait rien, mais normalement la bourse c'est le narratif, elle évolue à long terme et donc même s'il y a des chutes de marché, si je reste investi dans le marché, normalement sur le long terme ça devrait monter. En tout cas dans une stratégie plutôt passive basée sur des ETF. La logique dit si tu essayes d'aller chercher des points plus bas et que finalement tu rates ce point plus bas, ça remonte, tu attends en te disant non je vais pas réinvestir, j'attends un point plus bas et puis ça remonte, tu te retrouves finalement à arriver au même prix qu'avant et avoir fait des pertes et c'est des choses qui sont très très dangereuses. Les études prouvent que plus de 90% des investisseurs qui essaient de timer le marché, en tout cas en cherchant vraiment les points idéaux, ne sont pas rentables, ratent les meilleurs timings puisque c'est trop compliqué à définir. Exemple, mars 2020, on a une chute de 30% sur le SP500 et puis une augmentation de 70%. Ça veut dire que ceux qui avaient vendu en espérant racheter pendant la chute, d'accord, et qui finalement ont raté le timing et que c'est remonté, ils ont repris un plus 70%, ils ont dû racheter beaucoup plus cher qu'au moment où ils ont vendu et faire une opération complètement mauvaise. Un adage dit aussi que les meilleures journées en bourse suivent régulièrement les pires journées. Une statistique clé dit que si tu rates les 10 meilleurs jours d'investissement en bourse sur 10 ans, ton rendement chute drastiquement. Conclusion pour ce point, essayer de vendre pour racheter plus bas, je trouve que c'est très dangereux, c'est très complexe et c'est vraiment pas à mettre entre les mains de tout le monde. Évidemment, encore une fois, tu es adulte, tu fais ce que tu veux, aucun conseil. Si tu as envie d'essayer de timer, tu fais ce que tu veux, mais si tu veux mon avis, c'est assez dangereux. En tout cas, ça fait partie des bonnes pratiques, notamment sur les ETF, de rester investi longtemps. Pour continuer à survivre en marché baissier, on parle souvent du DCA, Dollar Cost Averaging. C'est une autre possibilité qui consiste à acheter tous les mois, toutes les semaines ou même tous les jours, enfin ça c'est plus rare, mais en tout cas à intervalles réguliers, on va lisser sa performance, acheter au fur et à mesure, parfois à des bons timings, parfois à des moins bons timings et sur la durée, ça va lisser notre prix d'achat moyen. Et certains disent qu'on peut renforcer son DCA pendant les marchés baissiers en se disant tiens, je suis persuadé que ces valeurs-là vont monter plus tard sur plusieurs années, donc je vais renforcer mon DCA, ça c'est vraiment pas ridicule. Ou alors d'autres disent moi je reste un robot, j'investis en DCA de manière programmée et automatique et régulière et je ne me pose pas de questions sur les marchés haussiers ou baissiers. C'est aussi une approche en fait de ne rien faire. C'est aussi une manière de survivre au marché baissier. Par exemple, un DCA pendant la crise de 2008 aurait permis d'acheter toujours plus bas au fur et à mesure mois par mois et pendant la remontée de racheter à des points quand même encore corrects et en fait ce DCA là sur 10 ans aurait surperformé, aurait été incroyable. Maintenant, j'aimerais aborder un nouveau point qui va nous permettre de survivre à ce marché baissier, c'est la diversification. J'en ai déjà parlé, mais j'ai encore un truc à dire dessus. Et l'idée d'avoir un portefeuille antifragile. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on va faire une diversification non pas seulement sur nos actifs, mais on doit parler de géographie. L'Europe, les marchés émergents, les USA, bien sûr, un ETF Monde qui est faussement diversifié puisque tu l'as vu sur mes graphiques en début de vidéo, l'ETF Monde, il est plus si monde que ça, j'ai l'impression, en tout cas en 2025. Derrière, on a des ETF sur l'Inde, la Chine, sur le Japon. Enfin bref, on peut imaginer plein de manières de diversifier géographiquement. Évidemment, attention à la surdiversification, à l'idée que si tu mets trop éparpillé tes billes, au final, il va y avoir des complications aussi. Donc, c'est toujours assez compliqué. Encore une fois, il n'y a toujours pas de conseils sur ma vidéo. Ensuite, on peut diversifier au niveau des valeurs refuges. J'ai parlé de l'or, de l'argent, des métaux précieux. Il y a aussi les crypto-monnaies. Pourquoi pas? On peut s'intéresser à ce domaine-là. Il y a plein de choses qui permettent de diversifier. L'immobilier aussi, c'est des choses qui permettent de diversifier un peu ses actifs. Ici, il y a beaucoup de théories qui parlent aussi du fait que Donald Trump veut faire monter les obligations pour jouer avec la dette américaine, etc. Donc, les obligations, ça peut aussi être une solution. Et enfin, une diversification au niveau des secteurs. Énormément d'investisseurs aujourd'hui ont une surexposition aux valeurs technologiques américaines. Peut-être par conviction, ok, on respecte, mais si c'est pas vraiment ton but et que tu réfléchis à une approche plus globale, il faut se dire, ok, est-ce que j'ai pas beaucoup trop sur les valeurs américaines? Et c'est compliqué. Après, ici en marché baissier, c'est difficile de faire des réajustements. Donc encore une fois, à toi de réfléchir comment tu fais, puisque faire un réajustement pendant un marché baissier, c'est toujours compliqué. C'est mieux d'avoir anticipé. Mais pourquoi ne pas partir aussi sur des secteurs plus défensifs? La santé, l'énergie ou les biens de consommation de base, ça peut être des entreprises résilientes dans ces périodes.
Aussi, à toi de voir si tu veux un portefeuille résilient, parce que j'accentue la vidéo là-dessus, mais en fait, tout le monde ne veut pas un portefeuille résilient qui va résister en temps de crise. Moi, je le veux parce que je suis père de famille, donc si maintenant j'ai besoin d'acheter une nouvelle voiture ou qu'il y a un problème avec les enfants, j'ai besoin de pouvoir cash out un minimum, d'avoir quelque chose à tout moment qui est dans le vert et que je pourrais revendre pour récupérer un peu d'argent. Même si, encore une fois, j'ai une épargne de sécurité pour tout ce genre de problème, j'aime bien avoir un portefeuille plutôt résilient. D'autres vont dire, ben moi, écoute, je n'ai pas besoin de ça. Moi, même s'il se casse complètement la figure en temps de crise, c'est pas grave puisque je parie sur d'autres choses. Donc ça, évidemment, encore une fois, ça dépend du profil de chacun, du niveau de risque et des convictions qu'on a. Pour la 6e fois pendant cette vidéo, c'est pas moi qui vais te dire ce qu'il faut faire. Par contre, ce que je peux te dire qu'il ne faut pas faire, c'est de regarder son portefeuille tous les jours. Tous les jours, ouvrir l'application, le site internet et commencer à regarder ses avancements et la chute qui continue, etc. C'est un stress qu'il ne faut pas forcément se mettre. Surtout si on est sur des ETF à long terme. On n'arrête pas de dire que c'est pour 5 ans, 10 ans, 15 ans. Forcément, si tu vas regarder tous les jours, ça peut te mettre un stress. Après, moi, je le fais aussi. Je vais regarder tous les jours. Je ne vais pas vous le cacher. Mais on est d'accord que moins tu regardes, normalement, moins tu stresses. Moi, ça me fait l'effet inverse, mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais essayons de résumer d'un point de vue théorique encore une fois, que fait un investisseur intelligent et patient qui veut investir sur ce marché baissier. Qu'est-ce qu'il doit faire pendant cette période avec ses investissements en bourse? Eh bien, clairement, dans la théorie, numéro 1, on a dit analyser la situation. Numéro 2, c'est analyser ses positions, équilibrer son portefeuille, se dire, OK, est-ce que je ne suis pas surexposé ici aux valeurs technologiques qui justement posent problème pendant cette petite crise qui arrive ici, ces corrections? Derrière, est-ce qu'au niveau géographique, etc., j'ai respecté la diversification? Ensuite, est-ce que j'aurais pas un peu de cash disponible pour saisir certaines opportunités? Pas forcément timer le marché, c'est pas ça que je veux dire, mais se dire, tiens, il y a certaines positions que moi, j'ai envie d'avoir en portefeuille et que j'ai envie d'avoir pour les 20 prochaines années. Ben, OK, est-ce que c'est pas le moment justement de se dire, j'ai envie de saisir des opportunités sur certaines choses? Et enfin, dernière chose, c'est d'avoir une vision long terme. Si on se dit, OK, moi j'investis sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'en ai parlé plusieurs fois dans cette vidéo. N'oublions pas que quand ça diminue, on devrait presque être content en se disant c'est des opportunités, ça permet d'acheter un peu moins cher et de toute façon, dans mon graphique, moi, sur 20 ans, j'ai l'intention que même s'il y a des corrections, sur 20 ans, j'ai gagné de l'argent sur le très long terme, même sur 5 ans, sur 10 ans. Donc ça, encore une fois, on ne sait pas où on sera dans 5 ans, dans 10 ans, mais le narratif en bourse, c'est que ça, la bourse va augmenter, en tout cas les gros indices. Si tu ne crois pas ça, évidemment, il ne faut même pas investir en bourse ou en ETF. C'est une croyance de base qu'on est censé avoir, qui n'est pas garantie encore une fois, puisque les performances passées ne garantissent pas et ne présagent pas des performances futures. En conclusion, je dirais que ce marché baissier est un test pour les nouveaux investisseurs, mais aussi pour les anciens investisseurs passifs qui ont connu pas mal de hausses ces quelques dernières années. Et ici, une situation un peu plus complexe, c'est un test de patience, de résilience, de réflexion. Ça permet aussi de voir plein de choses. Pour ceux qui débutent en investissement, c'est une aubaine dans le sens où tu peux découvrir plein de problèmes et essayer de les résoudre dans un petit marché baissier qui arrive maintenant. Si ce marché arrivait dans 5 ans, eh bien, tu aurais déjà investi beaucoup d'argent et tu serais en galère pour essayer de rééquilibrer tout ça. Donc, ça peut être intéressant. Encore une fois, aucun conseil, dites-nous votre avis en commentaire, c'est important et je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.